Salut les gens, c'est Gitaku. Je suis venu équipé car aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Et je sais, c'est un épisode génial où il se passe que des choses excellentes. Mais aujourd'hui, maintenant, je vais dénoncer toutes les erreurs de cet épisode. Alors je suis équipé et prépare-toi, chevalier, car ça va faire mal. À nous deux, épisode 3. Je t'attends! The dead are already here. Alors dans cette vidéo, on va parler des problèmes de saison 8, épisode 3 de Game of Thrones, la bataille de Winterfell. Et le premier gros problème qu'on a, c'est carrément quand on rentre dans l'épisode. On va avoir un gros souci quand on rentre dans l'épisode. Moi, ça m'a beaucoup emmerdé. Au tout départ, on a l'arrivée de l'armée des morts. Donc tout le monde est préparé devant le château, on attend les morts vivants qui débarquent. Et on ne voit mais que dalle. Ils sont vraiment dans le noir, dans le sombre le plus total. On n'aperçoit absolument rien. On a une charge de Dothraki dans le noir. On les voit se faire décimer. On ne comprend absolument rien. Ensuite, on a la charge des morts vivants qui arrive sur les défenses de Winterfell et les hommes à pied. Donc là, on comprend avec le travelling caméra et les morts vivants qui chargent que les rangées d'hommes du Nord se font dévaster parce que la charge est hyper puissante, mais on comprend rien de ce qui se passe, on comprend pas comment est-ce qu'elle est aussi puissante et comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à les ralentir. Bon, évidemment, c'est des morts vivants, on imagine qu'ils sautent, ils peuvent se prendre des lances, ils en ont rien à foutre, ils continuent d'avancer, quoi. Ok, mais ça donne pas... J'ai pas compris la puissance d'impact, en fait. Comment est-ce qu'ils ont une puissance d'impact en arrivant séparés les uns des autres? Je veux dire, même si on prend des gars normaux, encore chargés comme nous, si on a des gars avec des lances ou des boucliers, même s'ils se plantent au bout, tu peux les planter, les pousser de côté, revenir un peu, repousser, et les repousser. Là, c'est vraiment un impact monstrueux qui arrive et qui va les repousser tous les hommes de Winterfell en arrière. Donc c'est vraiment une force d'impact monstrueuse. Et on ne comprend pas quelle est cette force d'impact monstrueuse qui les fait reculer, à part le nombre, bien sûr. Mais comme je dis, le nombre peut toujours être repoussé, surtout si on prend les Immaculés avec leur bouclier, qui pourraient très bien poser leur bouclier, faire blocus et les arrêter sur place sans se faire défoncer, quoi. Le principe d'une phalange, quoi, en fait, tout basique. Parce que les Immaculés, c'est des phalanges, quoi. Donc il ne devrait pas être repoussé aussi vite. Il devrait en tout cas s'amasser, les morts-vivants, d'abord sur les premiers rangs, avant de pouvoir pousser. Je ne sais pas d'où vient cette force surnaturelle des morts-vivants qui, tout d'un coup, apparemment, ont une force supplémentaire ou décuplée qui fait que quand tu rentres dans un être humain, tu vas repousser le mec derrière, tu vas repousser le mec derrière, et tu vas enfoncer la ligne. Ça, c'est très étrange. En plus, les plans sont très serrés, les uns à côté des autres, ils durent une seconde et demie, et du coup, on pige que dalle. Moi, j'ai eu beaucoup de peine, quoi. J'ai dû regarder 2 fois, j'ai dû mettre des ralentis sur image pour piger un petit peu ce qui se passe dans la bataille. En plus, on voit des fois pas bien, on reconnaît des fois les armures et les têtes des personnages parce que ça va assez vite, mais on voit pas trop ce qui leur arrive. On sait qu'ils s'en prennent plein la gueule et qu'ils se font reculer ou quoi que ce soit, mais c'est assez compliqué. C'est des plans séquences très très courts et qui ne facilite pas la lecture du début de l'épisode. C'est vraiment très emmerdant. Et puis aussi, au tout départ, si vous avez les morts-vivants qui sont dans le noir et que votre écran a été réglé avec plus ou moins de contraste ou plus ou moins de luminosité ou quoi que ce soit, vous allez voir ou pas voir des morts-vivants. Et quel était le contraste ou la luminosité d'origine qu'il fallait avoir pour avoir le sentiment et la vision claire de ce que voulaient montrer les réalisateurs de Game of Thrones, on ne sait pas trop. Donc ce début déjà d'épisode, c'est pas génial. C'est pas génial au niveau de la construction, c'est pas génial au niveau de l'enchaînement des images, et il y a 2 3 choses complètement incompréhensibles sur le général qui m'ont un peu emmerdé déjà direct d'entrée. C'était pas top. On va essayer d'aller dans l'ordre, donc on va passer maintenant à la charge des Dothraki. Les Dothraki sont des cavaliers légers qui se trouvent donc à l'avant de toutes les unités de Winterfell. Donc les cavaliers sont censés faire une charge. La charge, c'est censé rentrer dans les rangs adverses, les repousser, les creuser, et faire une différence en début de bataille dans ce cas-là, si on les met tout devant. Donc dans l'idée, c'est pas trop mal, mais pour se battre la nuit, sur des unités que l'on ne voit pas, c'est pas très intelligent. Parce que normalement, on doit pouvoir voir les unités qui se font défoncer par les cavaliers. Ensuite, on doit pouvoir rentrer les hommes à pied à l'intérieur de ces lignes, de façon à pouvoir canaliser le flot des adversaires, et ainsi bloquer ou endiguer le flot des adversaires là où on veut, de façon à les faire emmener dans des pièges, ou alors carrément à les repousser. Là, la charge des Dothraki, dans cette configuration-là, malgré leurs armes enflammées, les faire charger dans le vide, droit devant eux sur
on ne sait pas. C'est une solution de merde. C'est une vraie solution de merde, et surtout que les cavaleries ont beaucoup plus d'efficacité différemment. Par exemple, on va mettre des phalanges devant. On met des phalanges devant avec les boucliers, on met, je sais pas moi, les Immaculés par exemple, qui vont pouvoir encaisser le coup de la première vague. On leur tire dessus avec des flèches. Quand les Immaculés se font déborder, ils ouvrent une brèche, les Dothraki rentrent à l'intérieur, pénètrent dans les rangs et font une percée, quoi. Ce qui va foutre le bordel dans les rangs adverses déjà. Ou en tout cas les repousser pendant un petit instant. Mais on peut pas le faire parce que les Dothraki sont devant. Donc ça, c'était une bonne tactique, mais qui n'a pas été utilisée. Ok. Et une autre meilleure tactique encore, bien supérieure à toutes les autres, qui a d'ailleurs été utilisée pendant la bataille de Lanera dans Game of Thrones, c'est quand il y a eu la charge des Lannister, justement dans la bataille de Lanera, qui venait sur le flanc des adversaires. Donc l'idée, c'est de positionner tes cavaliers sur les côtés de ton château, ou carrément dans la forêt cachée un peu plus loin, attendre le début de la bataille, et quand la bataille a commencé, faire venir les cavaliers par les côtés, de façon à péter les rangs au milieu et casser les renforts adverses, ce qui n'est pas du tout utilisé ici. Dans la charge unique qu'ils font, ils vont s'écraser sur le mur des morts-vivants. Alors déjà, quand on voit les flamèches des Dothraki, ce qui me fait marrer, c'est que elles sont larges comme ça, et au fur et à mesure qu'elles arrivent contre le mur des morts-vivants, elles s'écrasent dessus. Déjà, ça c'est trop chelou, elles s'écrasent dessus. Et elles diminuent au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, jusqu'à ce qu'ils soient obligés de revenir quelques-uns de Traki, dont Jorah Mormont, en arrière. Alors que normalement, les chevaux devraient pénétrer dans les rangs, on devrait voir des lumières qui s'écartent comme ça, seules, ou des flèches de lumière qui rentrent dans les morts-vivants. Mais non, les morts-vivants, on donne l'impression d'avoir été un mur, en fait, qui a arrêté complètement les chevaux, quoi. Je veux dire, en plus, quand ils arrivent après au combat corps à corps, contre les troupes de Winterfell, on voit très bien qu'ils sont pas armés, qu'ils sont pas de lance, qu'ils sont pas de bouclier, qu'ils sont pas d'arc, ils ont rien en fait pour stopper les chevaux de cette manière-là, et donc c'est très étrange. Alors après, bon, ça passe visuellement, hein, c'est hyper cool, ça donne un sentiment de peur ou quoi que ce soit, et de puissance de l'armée des morts vivants, mais c'est très con, et ça ne correspond absolument pas à l'utilisation d'une cavalerie, encore moins d'une cavalerie légère, qui devrait normalement pouvoir parcourir de grandes distances, venir par surprise, et attaquer les ennemis à revers. Ce qui n'est absolument pas le cas, et l'utilité des Dothraki. Ce qui fait que, de nouveau, je ne sais pas qui était le tacticien de cette bataille, parce qu'on va reparler du tacticien de cette bataille, mais il n'est pas très doué du tout. Alors, la barrière de flamme, par exemple, qui est allumée par Mélisandre, c'est la classe. Le truc, c'est que je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'en a pas fait plusieurs vagues de barrières comme ça. Parce que techniquement, ils ont des catapultes, non? Parce que les catapultes, les trébuchets, excusez-moi, les trébuchets. Donc ils ont des trébuchets. Donc ils font charger les Dothraki, on est d'accord. Et là, ils tirent par-dessus avec les trébuchets en imaginant qu'on va déjà défoncer les lignes adverses avant que les Dothraki arrivent. Mais bon, ils arrivent sur un mur déjà, incroyable. Les trébuchets donc ont tiré. Je veux dire, pendant ce temps, on peut remonter le trébuchet, on est d'accord? On peut le recharger avec une nouvelle boule de feu. Bon, jusque-là, moi, ça me dérange pas. Si ça vous dérange, ok, j'y peux rien. Mais moi, ça me dérange pas. Donc on peut recharger les trébuchets pour retirer une nouvelle salve. Donc à partir de là, on voit les Dothraki qui se font défoncer à l'avant. Qui est le chef des machines de guerre? Parce qu'à partir du moment où t'as plus d'hommes à l'avant et que tes gars ils ont replié, tu peux allumer non-stop avec tes putains de trébuchets. Pourquoi tu ne tires plus au trébuchet? Je veux dire, on s'en fout, même si dans la série, dans l'épisode, on se dit, mais s'ils tirent tout le temps au trébuchet, les gars ils vont être défoncés, on s'en fout, tu fais une armée des morts incroyablement infinie, quoi. Puis c'est pas grave, tu tires au trébuchet, tu vois des morts vivants qui sautent, par là, c'est pas grave, il y en a encore. Ça enlève rien sur l'idée du stress et de la puissance et de l'oppression des morts vivants. Mais là, on n'utilise plus les trébuchets. Parce que les trébuchets, ça coûte cher, les effets spéciaux, c'est de la merde. Et donc, du coup, le général de cette armée, ou le spécialiste, ou celui qui s'occupe des balistes, ou du tir, ou des armes de jet à distance, il n'utilise plus les trébuchets. Donc, on aurait pu faire énormément de morts, on aurait pu ralentir l'armée des morts pendant encore un moment, en continuant à balancer des trébuchets enflammés. Et d'autant plus que ces trébuchets enflammés auraient pu servir à autre chose. En ayant créé plusieurs lignes de feu grégeois, là, on aurait pu utiliser les trébuchets et les boules de feu pour allumer le feu grégeois au loin. Après, peut-être que la tempête aurait quand même éteint les boulets de feu des trébuchets, mais on aurait pu commencer à foutre des barrières bien plus loin, pour que les morts soient obligés de s'empaler dessus et perdre beaucoup plus de temps à arriver jusqu'au château de Winterfell. Donc de nouveau, là on est sur des pièges à la con, je suis désolé, et une utilisation tactique sur le champ de bataille qui est un peu ridicule.
comparé à tout ce qu'ils ont fait, tout l'armement qu'ils ont fait, toutes les armures qu'ils ont fait, toutes les armes envers dragon, les bataillons qu'ils ont rassemblés ou quoi que ce soit, on dirait qu'il y a aucun dirigeant de cette putain d'armée, et il n'y a personne qui est tacticien, ni quoi que ce soit sur ce terrain, alors qu'on a Jaime Lannister qui a pris un château, on a sûrement Jon Snow qui a fait ses études et ses classes de l'autre côté du mur, qui est donc capable de défendre normalement un parapet, ou en tout cas un château, je veux dire, enfin, il y a des gens qui sont capables d'avoir des tactiques, on a Tyrion, qui a très bien fait ça à la bataille de la Nera en piégeant toute la mer, je veux dire, et là on fout juste une barrière de feu de merde à 20 mètres de l'entrée du château, c'est très étrange. C'est très étrange. Après, je comprends toujours hein, sur le terme du budget ou quoi que ce soit. Voilà quoi. C'est quand même vachement bien fait dans la série. Il n'y a pas à chier. Hein, j'en ai pris plein la gueule. J'ai beaucoup aimé. Mais on a de nouveau un gros problème d'utilisation de ce matériau de guerre médiéval et des tactiques de guerre qui auraient donné beaucoup plus un avantage. On aurait pu faire sortir un personnage comme quoi c'était un super tacticien ou quoi que ce soit, qui avait prévu des plans ou quoi que ce soit, comme Tyrion dans la crypte qui dit je pourrais sortir, je pourrais voir quelque chose, je pourrais avoir une tactique qui ferait en sorte que... Alors bon, du coup, on va se dire, même puisque Tyrion n'était pas là, ils ont oublié les trébuchets, ils ont oublié de faire des pièges supplémentaires, ils ont oublié des tas de choses. Enfin bon, voilà quoi, il y avait des choses à faire. C'est comme dans tous les films de base, un peu médiévaux ou quoi que ce soit, en haut des balustrades ou n'importe quoi, on a de l'huile bouillante, où on peut balancer des jets de flammes ou des choses du genre sur les morts-vivants qui sont en dessous en train de monter. Et là, ils ont rien, ils ont même pas des gros rochers à leur balancer sur la gueule, enfin, il y a que dalle. Ils ont rien du tout, mais rien du tout. C'est assez hallucinant. D'ailleurs, il y a beaucoup de scènes qui m'ont bien fait marrer quand les morts-vivants arrivent enfin à atteindre le château et à grimper sur les murs. On voit plein de gars, hormis les héros hein, qui défouraillent des têtes, à plus savoir que faire des morts-vivants qui arriveront, on voit plein de gars, vous pourrez regarder de nouveau l'épisode, vous allez voir, qui regardent à gauche, à droite. On sait pas ce qu'ils foutent. Ou ils regardent en bas, genre, tiens, il y a combien de morts-vivants là en bas? Enfin, je veux dire, mais enlève-les, enlève ces mecs de l'écran. C'est un truc que j'ai jamais compris dans les films. Pourquoi tu t'enlèves pas ces mecs de l'écran? Soit tu les fais taper un peu au hasard à gauche à droite, et puis après, à After Effects, ou je sais pas ce que tu veux, tu rajoutes des morts vivants ici et là, ou alors tu les mets juste penchés de l'autre côté du parapet, à mettre des coups d'épée comme ça dans le vide. T'as pas besoin de foutre des gars en dessous, mais ça donne l'impression qu'ils se battent. Mais sur ces putains de palissades, il y a 1 million de gars qui ne font rien et qui se font défoncer la gueule parce qu'effectivement, ils ne regardent pas au bon endroit, qu'ils ne se battent pas et qu'ils s'en foutent royal. C'est des putains de figurants. Et je sais que pas tout le monde va le voir, mais moi je l'ai vu au premier coup et je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous ce gars là? Et non, il est en haut du parfait, franchement, il est comme ça, quoi. Il y a des zombies qui montent là sur sa gauche, et des zombies qui montent là sur sa droite, et le gars, il regarde en bas du paravix, et il fait, hein. Ensuite, il se retourne parce qu'il y a un mort-vivant, bien sûr, à sa droite, parce qu'il est monté juste à 1 mètre de lui, mais il l'a pas vu. Et il se prend un coup d'épée et il meurt, quoi. Voilà. C'est pour créer l'ambiance. Mais t'es con, mec, ou quoi? Fais semblant de mettre des coups d'épée en bas du parterre, si tu te retournes, il y a un mort-vivant, tu te fais buter, voilà. Mais fais pas le gars qui est en train de boire son café et qui sait pas ce qui se passe, quoi. Le gars qui débarque sur la tourelle. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, des morts-vivants, tiens donc, je vais regarder en bas. Oh merde, je suis mort. Enfin, voilà. Donc ça m'hallucine toujours qu'on arrive toujours aujourd'hui en 2019 là à faire des trucs avec des couillons à l'arrière qui foutent rien, c'est violent. Et encore de nouveau, on va finir cette petite partie un peu tactique, personne, unité ou quoi que ce soit. Alors on va voir très clairement les unités des Dothraki, on va voir très clairement les Immaculés qui vont bien réussir leur coup. Et ensuite on va voir les hommes du Nord. Alors les hommes du Nord, ils sont à chier. Ils sont à chier. Heureusement que Robb Stark, il avait quelques rois avec lui ou quoi que ce soit, et puis que les armées d'en face, sûrement des Lannister, elles étaient aussi à chier, parce que les mecs, ils arrivent à rien faire. Ils n'arrivent pas à repousser les morts, ils se font buter à l'intérieur de la citadelle, ils font les cons sur les parpaings. Je veux dire, les hommes du Nord, quoi. Des gars pas trop fut-fut, mais un peu costauds, quoi. Non, mais sérieux. Il y a un moment, voilà, je veux dire. C'est comme aussi, j'aime bien, parce que t'as la peur de combattre avant que les morts vivants arrivent, t'as peur de combattre au moment où le combat s'engage, mais quand le combat est engagé, que t'as été déjà engagé une fois, et que tu sais que de toute façon c'est la mort qui t'attend, à un moment c'est soit t'es tétanisé au sol et tu bouges plus, un peu à la Sam ou à Tarly, ça c'est normal, ou alors tu combats pour ta vie. Mais t'es pas entre les deux, genre j'ai un peu peur ou j'ai pas un peu peur. Et franchement, il y a des soldats, quand de nouveau tu les vois, tu te dis, mais putain, mais arrête d'avoir peur, là c'est bon, le combat il est engagé, quoi. C'est soit tu te barres en courant,
Mais tu restes pas là que ça en attendant la fin. Je veux dire, il y a des trucs qui m'ont un peu dérangé à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est déjà beaucoup plus léger que le mec qui est en haut du parapet, qui regarde à gauche à droite et qui sait pas quoi foutre, et qui dérange dans le fond de l'écran, c'est où tu rigoles bien quoi. Mais bon voilà, ça c'était l'efficacité tactique à peu près générale des unités et autres. Mais je dirais encore un gros bravo aux Immaculés parce que sans eux ils avaient pas d'armée les gars. Ils avaient pas d'armée, hein. Les Dothraki morts au fond. Les Nordiens, inutiles à l'arrière, ils n'avaient pas d'armée, heureusement qu'il y avait des Immaculés. Merci Vergris d'avoir été présent, d'avoir fait quelque chose, parce que toi, au moins, tu t'es sorti les pouces du cul et tes mecs, ils étaient comme ça. Maintenant, on va parler un petit peu des dragons. Ces grosses créatures qui peuvent tirer des flamèches monstrueuses et détruire des lignées d'hommes d'un coup. Alors ces petits dragons, effectivement, on a peur de les utiliser au début de la bataille, parce qu'évidemment, le roi de la nuit, il a sa lance cheatée de champion du monde, et il peut dézinguer un dragon d'un coup. Ok, on sait aussi que le roi de la nuit est monté maintenant sur un dragon. Enfin, nous, on le sait. Je suis pas sûr que Daenerys et Jon le savent, mais je suppose que oui. Mais donc, on a un peu peur du roi de la nuit. Donc, on laisse les morts vivants se battre contre les hommes au départ. Au bout d'un moment, c'est vraiment le foutoir. Donc, Daenerys décide quand même de prendre l'initiative, de monter sur son dragon et d'aller à la bataille. Donc, Jon la suit, évidemment. Donc, ils y vont à coup de 2 dragons. Alors, je veux bien de nouveau qu'on ait une armée de morts-vivants monstrueuse. Je veux bien de nouveau que dans l'idée, même si c'est pas très tactique, on détruise les lignes arrière pour éviter le renfort de morts-vivants trop rapide sur les lignes de devant, pour que les hommes de base puissent tuer les premiers mecs et que la deuxième vague arrive que plus tard pour qu'ils aient un temps de repos entre deux. Mais je veux dire, t'as 2 dragons qui doivent faire comme ça au début de la bataille, avant l'arrivée de la tempête de neige. Et excusez-moi, j'en vois qu'un de temps en temps passer. C'est à chier. Et déjà, j'ai pas compris non plus pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas les dragons comme des tourelles, par exemple. On les mettrait, par exemple, en haut, en haut des parpaings, sur les grandes tours. Comme ça, ils ont juste à faire non-stop. Et puis tous les mecs, ils passent pas, quoi. Ce qui obligerait le roi de la nuit à se dévoiler. À partir de là, si ça l'oblige à se dévoiler et à dévoiler son dragon, tu peux l'engager au corps à corps comme on fait Daenerys et Jon Snow. Ou alors, tu peux simplement utiliser, je sais pas, une baliste ou un autre truc derrière qui pourrait peut-être t'arranger ou quoi que ce soit, ou un piège. Encore un piège, l'idée du piège, la stratégie tactique, un truc quoi. Parce que là, on a foutu 2 dragons à 1000 bornes, parce qu'on avait peur du roi de la nuit. En imaginant que le roi de la nuit, il avait décidé de charger seul avec son dragon, c'était une super tactique. Le gars, il arrivait droit dans la porte, il tirait un gros coup de flamme, il n'y avait plus de porte. Le piège, il s'enclenchait, mais en même temps, il brûlait dans les flammes bleues. Je suis pas sûr qu'il fonctionne longtemps avec la tempête en derrière et tout. C'était vraiment une tactique de merde. Donc moi, je mets les parpaings, je mets les mecs devant, je mets tout ça, je mets les archers, je mets les trébuchets. Ça va faire peur de toute façon au dragon du roi de la nuit qui voudra pas rentrer tout de suite parce qu'il a peur de se faire allumer la gueule à coups de projectiles. Et tu fous les 2 dragons sur les parpaings là, en haut des tours quoi. Puis ils font tourelle de flammes quoi. Je veux dire voilà, là t'es déjà en bonne situation. Et même si tout d'un coup tu vois le roi de la nuit qui s'approche, parce que même lui apparemment il a l'air de rien voir dans son propre brouillard, et ben là tu le vois arriver. Donc à la limite là tu peux commencer à décoller avec les dragons, faire des esquives, et puis partir à l'attaque en chassé croisé avec lui quoi. Et donc y a aucune tactique dans l'idée de foutre 2 dragons à 1000 bornes. En plus tes 2 dragons sont à 1000 bornes avec apparemment tes 2 plus grands dirigeants de l'armée quoi. Qui donc peuvent pas donner d'ordre à l'armée directement quoi. C'est quoi ce truc quoi? Ensuite, grosse bataille aérienne avec les dragons dans le ciel. Alors, c'est pas trop mal foutu, franchement, moi j'ai bien aimé, hein, ça m'a foutu des frissons, d'ailleurs, je reparle, ça m'a foutu des frissons. C'était bien animé, mais le problème c'est que de nouveau, on a le roi de la nuit qui nous fait la petite feinte de je suis dans l'ombre des nuages, je monte, je t'attaque. Petite bataille entre les dragons. Déjà, là aussi, on a à nouveau des plans séquences très très courts de quelques secondes pour voir les griffes de dragon comme ça, et les morsures, et en plus, t'as de la peine à voir la différence entre les dragons parce que faut repérer qui est dessus parce que dans les couleurs, hein, la lune bleue ou quoi que ce soit, tous les dragons se ressemblent. Donc il faut repérer ceux qui montent les dragons pour voir quel dragon attaque lequel et tout. C'est très très sombre, c'est très très mal foutu au niveau de toi, du spectateur, parce que tu sais pas vraiment quel dragon fait quoi, ni où, ni à quel moment, et c'est un peu la même merde. Jusqu'au moment où bien sûr les dragons redescendent. Celui de Jon Snow s'est bien fait amocher la gueule, donc il vient à se péter la gueule plus loin. Et puis il y a Daenerys qui continue à faire un petit peu des rondins de flammes, parce que le roi de la nuit, entre-temps, il a perdu sa lance, parce qu'il a loupé son coup. C'était très bien d'attaquer à 2, hein, du coup il est un peu chahuté à gauche à droite, il est pas sûr de pouvoir viser, mais il est sûr qu'il doit la lancer maintenant, parce qu'il a pas envie de se faire défoncer la gueule à 2 contre 1. C'était pas mal, c'était franchement pas mal comme idée, hein. C'était tactique, c'était bien quoi.
Mais après, ben, du coup, Daenerys, elle est quasiment seule avec son dragon. Et il y a le roi de la nuit qui est toujours sur son dragon. Et Daenerys, elle redescend pour en rebrûler des petits gars et sauver auxiliairement Jon Snow, quoi. Pendant ce temps, ben, que l'autre dragon, il a le droit d'aller faire ce qu'il veut dans le palais, quoi. Il pète tout, quoi. Je veux dire, c'était tranquille pour lui, hein. C'était la life, easy, hein. Il avait qu'un seul, deux adversaires, c'était deux dragons. Il en a blasté un, et l'autre, il s'est barré aider Jon Snow, tout seul. Je veux dire, ok, c'est Jon Snow, mais bon. Ok, romance d'amour, il faut sauver le héros, machin et tout. Mais comme on en revient dans ma première vidéo que j'ai fait, réaction à chaud sur Game of Thrones, saison 8, épisode 3, pourquoi le dragon de Daenerys, quand il arrive pour sauver Jon Snow, il se pose au sol? À quel moment il se pose au sol? Déjà, s'il se pose au sol, pourquoi est-ce que Jon Snow ne monte pas dessus pour s'en aller? Grande question. Question fondamentale. Je veux dire, t'es au milieu des troupes des morts vivants, t'es tout seul, elle est venue te sauver avec un coup de jet de flamme, tu montes sur son dragon et vous vous barrez? Non, elle descend au sol parce que le dragon s'est posé comme un con trop longtemps, qu'il a déjà pas fait attention à ce qui se passe, parce que le dragon il est un peu con-con, hein. Il regarde Daenerys et Jon Snow qui sont en train de parler, là, oh, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous dites? Pendant ce temps, les Mortbacks, ils arrivent dans son dos, pourtant il doit les entendre, hein. Je veux dire, nous on les entend, je pense que Daenerys et Jon Snow les entend et les voit, et il a sa grande queue derrière, hein. Il peut faire des coups de balai derrière pour envoyer les gars à gauche à droite, mais non, non, il reste là, tranquille, comme ça il se fait bien charger par toute une nuée de fourmis, et après c'est la merde, donc il doit décoller tout seul, Daenerys elle tombe au sol, et c'est le foutoir. À aucun moment tu fais se poser un dragon. On va profiter d'être sur les dragons pour faire un petit aparté sur une autre créature animale du champ de bataille. Ghost. Ghost charge avec les Dothraki. C'est tout. On nous a fait revenir le loup de Jon Snow, qui a fait énormément de choses sympathiques au cours de toute la série Game of Thrones, pour le faire charger avec les Dothraki. Terminé. On ne sait pas s'il a survécu, on ne sait pas s'il a atteint les morts vivants, on ne sait pas s'il s'est enfui, il servait à rien. Franchement, tu nous le mets pas à l'image, il est dans les bois en train de mater le truc, tu fais un petit zoom sur lui comme quoi il est en train de mater la bataille et tout, il appelle les animaux de la nature, il vient en renfort avec des gens, il fait un truc cool, yes. Mais là, tu l'as juste mis parce qu'il fallait t'en débarrasser. Donc tu l'as fait charger avec les Dothraki, que ça, on n'en parle plus, Ghost, hop, on n'en a plus besoin, effets spéciaux terminés, budget terminé, les loups géants, fini. Ouais. On fait un petit dernier aparté sur les événements généraux qui se passent avant de passer aux personnages par personnage, pourquoi ils sont cons et comment ça se fait qu'ils font ces choses débiles. Donc on va commencer par l'effet général de la tempête de neige. Alors c'est balèze. L'effet général de la tempête de neige, c'est balèze. Ça éteint les flèches de feu, ça éteint les feux non magiques, ça déchire. Ça a un putain de vent et ça gèle. Bon, ça gèle qu'à l'extérieur du palais, hein. Parce qu'à l'intérieur du palais, les flamèches, les torches, les machins, ça gèle pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. On imagine que le vent il est arrêté et que le gel est arrêté par les remparts. Ok, ça me va. Ça me va. Après, on a le feu magique qui arrive et tout, et quoi que ce soit. Et ça crée aussi un espèce de brouillard énorme qui fait que tu vois pas très loin et puis que tu peux donc pas allumer les gens ou voir ce qui se passe trop au loin. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est encore mieux si toi tu peux voir à travers si tu lances ce sort. Parce que le roi de la nuit, il ne voit que dalle à travers ce truc. Parce qu'avec son javelot de champion du monde, il aurait pu buter les dragons en plein vol s'il voyait à travers. Mais c'était pas le cas. Mais à un certain moment, il arrive à sortir des nuages en attaque surprise sur les dragons. Donc qu'est-ce qu'il voit à travers ou est-ce qu'il voit pas à travers? On ne sait pas exactement. C'est un peu de la merde. Franchement, c'est un peu de la merde. Et moi, j'aurais pensé que magie contre magie, on aurait eu aussi des effets spéciaux ou des trucs autour du feu principal qui brûle dans la barricade de feu qu'ils ont fait, que Mélissandre a allumé, parce que, bon, je me disais que magie du feu contre magie des glaces, je sais pas, des petites étincelles magiques, un truc. Enfin, ça, c'est personnel, hein, c'est personnel. Mais donc, bon, les deux sorts s'annulent, donc le feu reste, la vague de glace continue. Mais ce brouillard de neige, de glace, en fait, il emmerde tout le monde. Il emmerde autant le roi de la nuit pour placer son dragon, défoncer des murailles et voir ce qui se passe sur le champ de bataille, que Daenerys et Jon, en fait. C'est vraiment de la merde.
Alors après, à 2 contre 1, effectivement, le sort est plus rentable pour le roi de la nuit, parce que lui, il a qu'un dragon qui est emmerdé, et le général de l'armée des morts est emmerdé, et en même temps, il a emmerdé 2 dragons de l'équipe adverse, et les 2 généraux de l'équipe adverse, en fait. Donc, en fait, il y gagne quand même. C'est un 66%, 33% d'emmerde. Mais du coup, c'est vraiment chiant pour tout le monde. C'est vraiment un sort qui est efficace, mais à partir du moment où tes troupes ont atteint la muraille adverse, et qui sont rentrés dans le palais, mais annule ce sort, quoi. Annule, on s'en fout. Tu le relanceras après. En attendant, tu peux voir le champ de bataille, tes potes, les marcheurs blancs, ils peuvent avancer, ils peuvent piger ce qui se passe, t'es pas obligé de donner des ordres à tout le monde, toi aussi tu vois ce qui se passe. En plus, t'as déjà fait un combat aérien, t'as déjà baisé un dragon, donc il te reste plus qu'un dragon, à 1 contre 1 ça devrait jouer. Enfin, il y a plein de solutions, et je trouve que ce sort, c'est vraiment un peu de la caque, et que ça pourrit un peu tout le truc. Comme le sort de résurrection des morts. Au bout d'un moment, sur le champ de bataille, ils ont buté plein de gars avec le ver dragon. Donc j'imagine que les morts qui se relèvent, c'est pas les morts qu'ils ont butés avec le ver dragon, parce qu'à ce moment-là, du coup, ça servira à rien de tuer des morts avec le ver dragon, si de toute façon tu peux les relever derrière. Mais en même temps, ça reste des morts, et en même temps, ils se relèvent quasiment tous. Donc, je sais pas du coup quelle est l'utilité d'avoir du ver dragon quand t'as le roi de la nuit en face de toi. Parce que ton épée valérien, elle va tuer le mort-vivant d'un coup, contrairement à une autre épée, ça on est d'accord. Donc là, l'efficacité, elle est propre, elle est nette. Donc c'est bien contre une armée de morts-vivants. Mais si t'as le nécromancien qui est derrière et qui réanime les gars de toute façon, même si tu les butes, c'est le même principe que si t'avais pas d'épée valériane, quoi. Il va falloir le foutre au feu et le réduire en cendres, quoi. Sinon, il va se relever de toute façon. Et là, on en revient sur un problème tactique. Personne n'a pensé à un moyen de buter les cadavres définitivement, que ce soit avec tes propres troupes ou les troupes adverses. Genre avec de l'huile chaude, en balançant le feu, en gardant du feu grégeois pour balancer sur tout ce qui était mort, enfin je sais. Tactique de merde. Tactique de merde. Enfin bon, c'est un peu n'importe quoi, mais bon, ça change pas. Donc le roi des morts relève les morts qui sont tombés, donc en fait c'est aussi une bonne démonstration de la pression, comme je disais, de l'impression que tu ne peux absolument jamais vaincre une armée de morts vivants, elle est infinie, tu peux rien faire, ça met une méga pression, ça fout la force dans l'armée des morts, tu te dis waouh c'est incroyable, c'est désespérant, on va rien pouvoir faire et tout, donc ça c'est classe, il n'y a pas de problème. Mais on arrive sur une scène un peu rigolote, c'est dans la crypte. Parce qu'évidemment, quand il réanime les morts, il va réanimer tous les morts de la zone. Donc aussi ceux qui sont dans la crypte de Winterfell. Et là, on en revient au truc du mort-vivant avec la force de Hulk. Parce que les gars, ils sont quand même dans des tombeaux de pierre. Certains, franchement, dans des gros tombeaux de pierre avec des putains de socles dessus ou quoi que ce soit, à travers lesquels il faudrait 10 mecs pour pousser la dalle. Donc j'imagine pas combien de mecs il faudrait pour péter le mur de ce sarcophage. Mais le mort-vivant, lui, il y arrive. Alors, il y en a certains, ils sont seulement dans les murs, avec des petites pierres ou quoi que ce soit, donc ils arrivent à passer, ça je comprends. Mais ceux qui sortent des grosses stèles et des gros tombeaux, champion du monde. Champion du monde. Les morts-vivants, c'est les champions du monde. Franchement, c'est trop la classe. Enfin voilà, c'était juste le petit aparté rigolo sur les morts-vivants dans la crypte, parce que c'est... Waouh. Et sur les sorts de zone. Je crois qu'on a fini les sorts de zone. Ah non, on a un super sort de zone. Encore. Il faut que je parle de ce sort de zone. Le sort de Bran. Qui est d'envoyer son esprit dans les corbeaux pour qu'il s'envole. Quoi? Tu t'attendais à ce qu'il se passe un truc? Bah non, c'est un sort de zone, c'est juste prise de contrôle des corbeaux, quoi. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Bran, il sait faire un sort de zone. C'est cool. Au moins, il y en a un à Winterfell. Ouais, il y en a un.